Ça tourne. 5, 4, 3, 2, 1. À toi. Alors du coup, on est dans une impasse. Alors il faut trouver une solution. Non, alors pas une impasse. Peut-être une ruelle. Une petite ruelle escarpée. Mais une impasse, c'est qu'il y a un mur en face. Alors que là, cette petite ruelle escarpée, elle pourrait même peut-être s'agrandir. Je crois qu'il n'y a pas tant de problèmes, il y a des solutions. À chaque problème, une solution. La France, nous sommes le pays de la providence, de l'État-providence. Qu'est-ce que tu veux dire par providence déjà? Ah bah, dans le sens de l'État-providence. Ah. C'est-à-dire, bon, c'est une expression qui nous vient de l'Angleterre des lendemains de la Seconde Guerre mondiale. Ah. C'est-à-dire où l'idée était que l'État allait s'occuper de chacun des individus, de sa naissance jusqu'à sa mort. Depuis la maternité, C'est matricien tout c'est ça. pris en charge, jusqu'à l'enterrement, c'est pris en charge, et tout est pris en charge dans ta vie. Donc c'est la providence où, tu nais, on s'occupe de toi, ta naissance, etc. Puis alors après, tu vas faire la crèche, et puis après tu iras à l'école maternelle, tu iras à l'école, machin, puis après on te trouvera du boulot, et puis après si tu n'as plus de boulot, tu auras du chômage, puis si tu es malade, on s'occupera de toi, puis à la fin de ta vie, quand tu auras assez travaillé, tu auras la retraite, puis quand tu seras trop vieux pour... Eh ben on te mettra dans une maison de retraite, puis quand tu es à la fin de ta vie, eh ben on t'enterrera, tout ça, cadeau, voilà, ça c'était l'État-providence. Et en 45, jusqu'au début des années 50, c'était ça. Il y avait la Sécu en France, mais tu payais ta Sécu. Enfin, au niveau de ton salaire, point barre. T'étais remboursé à 100%. Et après, t'étais remboursé à 90%, puis à 80%. Après, il a fallu des mutuelles. Après, ça s'est compliqué un peu. Enfin, bref. Cet État-providence, c'est une invention anglaise. Ça, c'est clair. C'est même un économiste qui a largement contribué, qui s'appelait Keynes, qui a fait toute une théorie là-dessus, il a prêté le sol, mais ça a été fait comme ça. Mais les Français ont repris la chose, et aujourd'hui, tout le monde en atteste. Hein, le monde entier rêve de ce qu'on fait, quoi. C'est ce que Obama, il n'était pas le premier, mais il était le seul à l'avoir réussi avec le fameux Obamacare. Obama a fait la Sécu, a inventé la Sécu aux États-Unis, quoi. Et il l'a inventé sur un espèce de modèle à la française. C'est ce que Trump essaye à tout prix de détruire. C'est complètement à l'opposé de la mentalité américaine. La mentalité américaine, c'est une démerde. Mais par contre, c'est plus payé, en théorie, puisque tu n'as pas de charge sociale, patronale, et puis etc. Bon. Tout ça, en fait, le problème, c'était de s'occuper de tous, dans l'État-providence, s'occuper de tout le monde, mais sans exception, du riche, du pauvre. Par exemple, les allocations familiales, c'est en fonction du nombre d'enfants que tu as, c'est pas en fonction de ce que tu gagnes. Alors c'est vrai, ça peut paraître assez bizarre. Quand des familles comme Bettencourt, milliardaire française, qui a, on va dire, n'importe quoi, 2 ou 3 enfants, et qui va toucher des allocations familiales, elle gagne 1 milliard par an, et on va lui donner 100 balles par mois d'allocation familiale. C'est effectivement absurde. Alors que le pauvre ouvrier, qui lui gagne un malheureux SMIC, lui, les 100 balles qu'on lui donne, c'est une bouffée d'oxygène, c'est sympa, quoi. Bon. Voilà, ça c'est pour tous. Mais en même temps, l'État-providence, c'est aussi de s'occuper de chacun. Du pauvre, du moins pauvre, de tout le monde. Et effectivement, aujourd'hui encore, quand on va à l'hôpital, parce qu'on est malade, que tu sois riche, pauvre ou n'importe quoi, etc. Tu te fais soigner. Tu te fais soigner. Et puis si tu es vraiment misérable, depuis 1999 en France, tu as la CMU, couverture mutuelle universelle, qui fait que là c'est cadeau. Tu payes rien, tu payes même pas de mutuelle parce que tu n'as pas les moyens. C'est Jospin qui avait inventé ça. Bon. Et même pour des soins très poussés, Ça, c'est très pas... chers. Alors, combien ça coûte cet État-providence grosso modo, en France, ça coûte environ 1000 milliards par an. D'accord. Donc c'est énorme. C'est énorme, c'est pas rien. Mais depuis le départ, on le fait. Tout le système de l'État-providence, le système français, repose sur le travail. Et sur le travail salarié. Oui, mais alors, aujourd'hui, il y a un problème. Mais ce problème, il est né quand? Il est apparu il y a 1 an, 2 ans, c'est la crise. Alors, c'est la crise depuis 2008 ou 2011, il faut dire, non, depuis 1964.
C'est en plein cœur des 30 Glorieuses, quand tout allait parfaitement bien. Une croissance économique entre 5 et 7% par an. Et puis tout d'un coup, à partir de 64, la courbe de croissance, elle s'est infléchie. C'est-à-dire, c'est pas qu'on gagnait plus de sous, c'est pas qu'on régressait, qu'on diminuait, c'est qu'on gagnait moins vite qu'avant. D'accord. Ça s'est ralenti, légèrement ralenti. Donc c'était quand même une baisse. Oui, mais non, ça a augmenté moins vite, justement. Oui. C'est ça qui est... Ok, d'accord. Ça a augmenté moins vite. Et en l'occurrence, du coup, le travail, alors qu'on était en plein baby-boom. Donc il y avait les jeunes qui allaient arriver sur le marché du travail en 64. Ouais. C'est-à-dire c'est les tout premiers baby-boomers qui avaient 20 ans et qui arrivaient sur le marché du travail. Mais du coup, avec un travail qui se ralentissait légèrement. Du coup, là, il y avait immédiatement un risque de chômage. L'État français l'a immédiatement compris. C'est à partir de ce moment-là, dès 1958 même, qu'ils avaient créé les ACEDIC, enfin les UNEDIC, enfin les assurances chômage. Ils avaient calculé le coût. Et puis tout d'un coup, avec la mécanisation, la robotisation, que les Japonais, dès 64, ils ont compris. Nous, on a mis plus longtemps à comprendre. Parce que nous, on n'avait pas compris que, par exemple, on fabriquait les frigidaires. Au début, personne n'a de frigidaire. Donc tout le monde achète un frigidaire. Et à un moment, tout le monde a un frigidaire. Les entreprises qui fabriquaient les frigidaires, ils ont mis la clé sous la porte. Le Japonais, pas con. Et lui, il a inventé le congèle. Comme Ford avec ses voitures. Et oui, mais les Japonais, il a inventé le congèle. Alors du coup, tout le monde a acheté un congèle. Ok, après c'était fini, mais le Japonais, pas con. Il a inventé le combi. Frigidaire, congèle. Et puis après, tout le monde a le combi. Après, ils ont inventé le combi, machin bidule. De couleurs. Ah, du coup, tout le monde le veut, de couleurs. Enfin, etc., etc. On peut faire pareil avec la gazinière, et puis après, le micro-ondes, et puis le micro-ondes qui fait grille, et puis le micro-ondes qui fait griller four. Enfin, bon. On pourrait multiplier les exemples comme ça. C'est du marketing recyclable. Toujours est-il qu'à partir de 73, sous le prétexte de la crise du pétrole, et Raymond Barre, d'ailleurs, en a testé dans ses cours qu'il faisait encore à l'époque, on a eu au début, 73, crise du pétrole, une crise subie. Ouais. Ça n'a pas fait exprès. Le pétrole a été multiplié par 5, le prix. On est passé de 2 $ le baril à 11 $, même 5,5. Donc, du coup, ça renchérissait les coûts de production, etc. Du coup, les premiers pénalisés ont été les paysans, voilà, etc. Et c'est là où Barre arrive comme Premier ministre. Il dit, maintenant, on va passer du chômage subi, pas fait exprès, au chômage voulu. Actif. C'est-à-dire qu'on va faire fermer des entreprises qui vont bien. Parce qu'à ce moment-là, tu fais un transfert de plus-value. L'entreprise, elle a du pognon. Tu l'as fait fermer, mais le pognon, il est là. Tu le mets ailleurs. D'accord, c'est juste du déplacement d'argent. Eh oui, mais ce qu'on appelle le transfert de plus-value. Okay. Et ça, avec Barre, ça a relativement bien marché. C'est comme ça que les distributeurs de boissons, tu mets ta pièce là pour avoir un café, un sirop, n'importe quoi. Au début, c'était complètement mécanique comme truc. Et puis donc il a fait fermer une entreprise qui s'appelait DEM, qui s'occupait du mécanisme. Qui fabriquait ces engins-là. Il l'a fait fermer, la boîte marchait bien. Et puis c'était racheté par des Danois à l'époque, qui étaient dans l'Europe, donc ça restait intra-européen. Et puis à partir de ce moment-là, on a fabriqué des machines automatisées. Électroniques et tout. Sauf que, évidemment, il fallait beaucoup moins de mecs pour le faire, c'était beaucoup plus rentable, donc ça fonctionnait parfaitement bien. Toujours est-il que ensuite, on arrive à l'époque jospinienne, l'époque de Jospin. Et Jospin, lui, il acte la chose, il dit, bon, c'est la fin, avec lui, ça va être la fin du progrès. C'est-à-dire que, ça y est, allez, les 35 heures, la 5e semaine, les RTT, les machins, c'est fini, on peut plus, ça marche plus. Les RTT, c'est l'apogée de l'État-providence. Alors là, c'est le bonheur absolu, puisque les 5 semaines auxquelles on rajoute les RTT, ça aboutit à 9 à 10 semaines de congé. Plus les 10 jours, les 11 jours exactement de fériés, plus les ponts, plus... Bon, et alors depuis, c'est la galère. Depuis, les acquis sociaux bloqués, et puis même, on rogne sur les acquis sociaux. Alors, de plus, depuis 1984, les patrons délocalisent. Ah oui, parce qu'on fabrique beaucoup moins cher à l'étranger. Alors au début, on fabrique au Maroc, en Tunisie, puis après on fabrique en Chine et puis ailleurs. Même les Chinois maintenant commencent eux-mêmes à délocaliser pour faire fabriquer ce qu'on appelle les petits ateliers, genre en Thaïlande et compagnie. Bon, toujours est-il que, pour conclure, sans travail salarié, point d'État-providence. C'est pas possible. Ou alors, il faut changer de logiciel.
faire que cette providence vienne d'une autre source que celle de la production. C'est plus la production qui permettra de faire vivre l'État-providence. Alors si c'est pas la production, alors ça ne peut être que la distribution ou la consommation, qui sont les trois secteurs de l'économie. La distribution, c'est Carrefour, Auchan, Leclerc et compagnie, parce que là ils sont extrêmement puissants, donc ça va être difficile, quoique c'est pas délocalisable, parce qu'on va pas aller acheter notre beefsteak en Chine, il faudrait qu'il soit ici, donc il y a moyen quand même de faire pression, et puis la consommation. Alors la consommation comment ? Eh bien, il va falloir taxer la consommation, puisqu'on ne peut plus taxer le travail salarié. Bon, mais ça veut dire augmenter la TVA. Ça veut dire augmenter les impôts. Enfin, les taxes, c'est un peu comme ces impôts indirects. Oui. Mais alors, du coup, là, les gilets jaunes, là, ils pètent un boulon, là. On n'en peut plus. Parce que les gilets jaunes, ils sont pas cons. Ils ont bien compris le truc. Ça va pas du tout. Il va falloir trouver autre chose. Alors, le autre chose, c'est les Américains, encore une fois, mais depuis les années 60. Think tank américain. On dit, oh, le revenu universel. Ça, ce sera l'objet de notre prochaine émission.